Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre webinaire consacré aux stratégies de rebond pour les réseaux. Un des enjeux majeurs du rebond va être de continuer à faire preuve de beaucoup d'agilité, comme vous avez su faire preuve pour bon nombre d'entre vous depuis le 15 mars maintenant. Toutefois, il ne faudra pas perdre l'ADN et les fondamentaux de l'enseigne. Alors, nous sommes intervenus sur l'animation en période de crise avec la Fédération française de la franchise il y a peu. Nous pensons qu'il est temps maintenant de faire un éclairage sur les problématiques liées au développement. Pour ça, Sylvain Bartholomeu pose trois questions fondamentales sur le développement, qui sont comment favoriser la reprise de votre développement, quelle stratégie de rebond privilégier en contexte de crise économique, et enfin, quelles sont les 5 priorités d'action pour relancer votre développement? Avant de commencer, quelques règles de fonctionnement habituelles. Vos micros webcam sont bien entendu désactivés. Vous pouvez envoyer vos questions aux animateurs. Un chat est à votre disposition. Nous pourrons intervenir au cours de la présentation et nous y répondrons en fin de présentation. Et enfin, ce webinaire est enregistré et sera publié sur notre chaîne YouTube Franchise Management. Je suis ravie de vous compter parmi nous et de passer la main à Sylvain qui va nous partager ses réflexions sur la stratégie de rebond à conduire. Bonjour à tous, ravi de vous avoir ici pour cette petite demi-heure. Je vous propose en fait une intervention d'une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, et puis après on prendra le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser dans un premier temps, et si on n'arrive pas à répondre à toutes, on pourra répondre également par mail. Donc l'objectif, comme le disait Lucie, c'est de se projeter sur le développement, mais aussi sur le cadre du développement, c'est-à-dire sur la stratégie, puisque vous le savez aussi bien que moi, la technique, c'est important, la tactique peut faire gagner quelques batailles, mais c'est la stratégie qui fait gagner la guerre. Et donc ça, c'est essentiel à prendre en compte. Donc l'objectif de cette intervention, c'est dans un premier temps de traiter aussi du contexte dans lequel on doit construire une stratégie, et ensuite des priorités d'action et du plan d'action qu'on peut mettre en œuvre. Premier point essentiel, en contexte extrême, puisque nous sommes en contexte extrême, il faut se focaliser sur les éléments sur lesquels nous pouvons agir. On voit de plus en plus d'interventions aujourd'hui, d'aventuriers, de sportifs de très haut niveau qui s'expriment et en fait ça fait sens dans le contexte économique et sanitaire dans lequel on est. Effectivement, quand on parle de contexte extrême, on se rend compte avec ce graphique de la Banque mondiale que nous arrivons dans des zones que nous n'avions pas prévues. Même la Banque mondiale qui va devoir revoir l'échelle de son graphique, puisque son graphique qui représente l'évolution de la croissance annuelle du PIB depuis les années 50, la zone plancher, c'était -5 et les prévisions INSEE sont à -8. Donc on arrive un peu tel Christophe Colomb au milieu de l'océan à se dire est-ce qu'on va un jour toucher la Terre qui est l'Amérique et est-ce que ce sera bien l'Amérique? C'est une bonne question. Voilà, donc on arrive dans des zones inconnues, on est dans un contexte qui est extrême et là les outils, les process, l'organisation sont importants, mais la première clé de réussite essentielle, c'est le mental. Et je vous propose une phrase de Mike Horn, aventurier, on ne grimpe pas avec ses cuisses et ses bras, on grimpe avec ses tripes. Finalement, la vie en réseau actuellement, c'est une affaire de tripes et c'est une affaire de mental, avant tout. Donc, s'il y a un élément qu'il faut rappeler, que ce soit en animation ou que ce soit en développement, le sujet va d'abord être le sujet de l'état d'esprit dans lequel on va être dans les mois et les années à venir. Il y a le mental, mais au-delà du mental, les réseaux qui rebondiront le mieux sont ceux qui auront su travailler 3 leviers. Le premier levier, on le connaît plutôt tous actuellement puisqu'on est en plein dedans, c'est le levier de l'agilité. L'agilité sur le concept est essentielle et finalement le contexte sanitaire nous le provoque et nous force à être agile, à adapter nos conditions d'exploitation en temps réel et à peut-être devoir les revoir demain. Donc on est dans un contexte d'hyper-agilité. On est dans un contexte d'hyper-agilité sur le concept, mais on doit aussi être hyper-agile sur le métier de franchiseur. L'animation a été impactée de manière très concrète. Je ne peux plus me déplacer, je dois animer à distance et je dois animer dans un contexte de crise
alors que j'animais sur un contexte qui était relativement régulier, avec un cadencement que je maîtrisais. L'agilité sur le métier de franchiseur dans la fonction de développement va aussi devoir être très fortement revisitée. Donc ça, c'est un premier pilier important. Le deuxième pilier, c'est le collectif, ce qu'on appelle l'ego de groupe. On sait, en sport de haut niveau, en contexte anxiogène, que dans des périodes très très extrêmes, soit le collectif se soude, ce qu'on va appeler les frères d'armes, quelque part, ou soit le collectif explose en vol. Et on voit, de par les réseaux avec lesquels on échange, qu'il y a vraiment ces deux cas de figure qui sont en train de se produire. Vous avez des réseaux qui se soudent très fortement, avec la conscience qu'ensemble on passera le cap. Et il y a des réseaux qui commencent déjà à se déliter avec des discussions de franchisés qui envisagent de créer des associations ou des rancœurs très très fortes au sein du réseau. Ce levier-là est essentiel. On pourrait considérer que c'est un levier d'animation. Or, c'est la base de votre développement de demain. Un collectif soudé, des frères d'armes, feront plus facilement venir de nouveaux candidats. Troisième pilier essentiel, c'est le respect de l'ADN. Nous sommes dans un contexte de stress économique très très fort qui peut nous soumettre à certaines tentations court terme et à faire preuve de plus d'opportunisme que de garder une cohérence globale et conserver l'ADN de sa marque et de son enseigne. Le respect de l'ADN est essentiel. Le respect du cap global qu'on s'est défini dès le départ est essentiel. Et aujourd'hui, ce contexte anxiogène peut nous faire dériver ou oublier et dénaturer à terme notre marque. Donc ça, c'est trois piliers essentiels qu'on doit garder en tête et qui vont favoriser notre rebond. Ces trois piliers-là, ils s'expriment à travers un contexte qui va être, en sortie de crise, nouveau. C'est le nouveau contexte, en fait, du marché des réseaux, les nouvelles attentes et les nouvelles évolutions auxquelles vous devez vous préparer. Finalement, en sortie de crise, il va y avoir trois grandes typologies de réseaux. Première typologie, c'est des réseaux en péril économique. Aujourd'hui, tous les échanges qu'on a avec les observateurs et les experts nous disent que des enseignes jeunes qui n'ont pas suffisamment provisionné, qui ont fonctionné dans un mode start-up trop rapide, certains secteurs qui sont très impactés ou certains secteurs qui étaient déjà fragilisés en amont, tout ça va représenter 10 à 20% des enseignes du marché des réseaux en général. Donc c'est un nombre relativement important, très important, de réseaux qui vont être en péril économique, qui vont devoir être sauvés financièrement, ou qui vont peut-être faire l'objet d'acquisitions par des concurrents, ou qui vont tout simplement disparaître. Donc là, on peut envisager des transferts de franchisés ou des départs de franchisés, des enseignes qui vont disparaître, des enseignes qui vont être rachetées par des concurrents plus forts. L'autre sujet important, c'est des réseaux en difficulté managériale. Comme je le disais tout à l'heure, vous avez des réseaux qui sont en train de se déliter par défaut d'assistance, par défaut de transparence et de communication dans la relation franchiseur-franchisé, par manque d'agilité ou parce que culturellement, le réseau était déjà relativement réticent au changement, relativement méfiant, et donc vous avez des difficultés dans ces réseaux-là à bouger les lignes en temps réel, à s'adapter à ce contexte et à faire preuve d'une agilité suffisante. On se retrouve dans des réseaux où il y a certains blocages, voire des rancœurs, voire, comme je le disais précédemment, des associations de franchisés qui vont se créer. Ces réseaux-là sont en difficulté, ils seront en difficulté dans la phase d'après, parce qu'il faudra énormément d'agilité dans le développement, il faudra aussi un état d'esprit capable de faire face à la crise économique qui nous attend. Or, quand vous n'êtes pas soudé au départ d'une épreuve, ça va être compliqué d'être soudé à la fin, quoi. Troisième bloc, c'est les nouveaux réseaux. Alors là, on va voir certainement un stand-by ou moins de création de réseaux, parce que les créateurs de concepts qui ont quelques unités pilotes et qui envisageaient d'aller vers la franchise vont certainement reporter. Mais on voit aussi des nouvelles attentes de consommation qui vont inspirer des créateurs de réseaux. Et on voit aussi et surtout des grands groupes succursalistes qui se posent la question de l'agilité. Et on le voit actuellement par les échanges qu'on a avec les grandes marques. La question de porter en fait totalement les investissements en développement en temps 2 et temps 3, c'est-à-dire à moyen long terme après la crise, se pose réellement. Et quand vous êtes succursaliste et que vous avez compris la lourdeur de votre modèle
en phase de crise, vous vous interrogez sur le fait d'aller vers un modèle plus agile qu'est la franchise. C'est également le cas des industriels qui, avec des réseaux multimarques, s'interrogent sur le fait d'avoir un réseau sous enseigne plus solide et plus coopératif. Donc la volatilité du multimarque qui va acheter, ou aussi sa faible résistance par rapport à des réseaux sous enseigne, pose question chez les industriels. Donc finalement, les nouveaux réseaux qui vont se créer sont plutôt dans ce cadre-là. Et quatrième bloc, c'est ce qu'on va appeler les valeurs refuges. Les valeurs refuges, c'est des réseaux existants qui ont réussi à renforcer leur collectif, qui ont réussi à prendre des décisions intéressantes en contexte de crise, qui vont renforcer leur storytelling et qui savent faire preuve aujourd'hui d'agilité dans l'adaptation du modèle sans non plus dénaturer l'ADN. Ces réseaux-là vont sortir avec un sentiment d'appartenance très très fort, avec un collectif soudé, renforcé, et finalement, les candidats auront peut-être une offre réseau très large, mais auront plutôt tendance à s'orienter vers ces valeurs-là qui ont su passer la crise avec succès. Donc c'est un enjeu fondamental pour les réseaux, mais c'est aussi une vraie valeur ajoutée, une vraie opportunité pour des réseaux qui ont su animer la crise, sortir de la crise. Demain, ce seront les valeurs refuges des candidats. C'est pour vous donner un panel en fait global de ce qui va se passer de notre point de vue sur les réseaux en sortie de crise. Ce qui est important de prendre en compte aussi, c'est que les réseaux, tant sur le premier métier, concept, que sur le deuxième métier, le métier de franchiseur, vont devoir développer en innovant en permanence. Cette crise est un catalyseur de tous les changements de fond que nous avons perçus avant la crise sanitaire. Ça va être un accélérateur de la relocalisation. Donc, l'enjeu va être de devoir développer tout en faisant évoluer son concept sur des enjeux forts tels la relocalisation. C'est un accélérateur de la responsabilité sociale. On voit aujourd'hui les risques images quand on rouvre nos exploitations. On voit l'expression libre des consommateurs, des clients, etc., etc. On voit l'enjeu climatique qui est corrélé en fait à cette crise-là. Et on voit aussi l'enjeu des équilibres économiques quand il y a un reroutage massif vers l'économie digitale et vers le e-commerce ou la livraison. Le commerce physique se pose de vraies questions sur le chiffre d'affaires qui sera réalisé en magasin dans les 5 à 10 ans à venir. Donc ces sujets-là étaient déjà cristallisés avant la crise, ils vont être d'autant plus prégnants après, et en fait les enseignes vont devoir se développer, relancer leur maillage territorial, mais aussi s'adapter à ces enjeux-là et aller plus vite que les concurrents. Quand on voit qu'une partie des enseignes vont être bloquées, soit en péril économique, soit en difficulté managériale, les valeurs refuges vont devoir avancer très fortement sur ces sujets-là pour reprendre en fait de la distance. Troisième point important et troisième enjeu stratégique, c'est de s'adapter aux nouvelles attentes des candidats en conservant un vrai niveau d'exigence. Ce qu'on va constater, c'est 3 éléments forts. Un premier, c'est un chômage en hausse de facto et donc un volume de contacts en hausse. Or, il ne faut pas confondre les contacts avec les candidats et les franchisés. Qu'on ait beaucoup de contacts, c'est bien, c'est intéressant, mais on va avoir surtout des contacts avec des attentes nouvelles, c'est-à-dire un apport personnel certainement moins important, de par la dégradation du pouvoir d'achat, mais aussi une appétence au risque beaucoup plus faible. Quand vous êtes sur des contextes de croissance importants, vous pouvez avoir tendance à prendre un risque plus important. Quand vous sortez d'une crise aussi importante que celle que nous sommes en train de vivre actuellement, votre propension à prendre un risque est forcément plus faible. Donc, il va falloir apprendre, en tant que développeur, à réassurer et aussi peut-être proposer des modèles qui dosent le risque pour les candidats à la franchise. Le troisième point ne change pas finalement, c'est ce qu'on sait en franchise, c'est que ce sont les profils performants qui portent votre réseau et la crise est aussi très révélatrice de ça. C'est qu'on constate dans les réseaux que les profils qui sont très entrepreneuriaux sont des profils qui vont jouer le rôle de locomotive au sein du réseau. Donc ces profils performants sont importants. Je pourrais avoir la tentation en phase de relance et en phase de développement de dégrader ma sélectivité et de confondre contact, candidat et franchisé.
Mon taux de sélection doit être plus important, je vais avoir un volume de contact certainement plus important de par le chômage, mais je vais avoir aussi des taux de transformation plus faibles, mais un indicateur qui doit rester le même, la réussite de mon réseau repose sur des talents. Et recruter des talents, c'est recruter des locomotives qui portent mes franchisés. Donc ça, c'est vraiment une clé importante à prendre en compte. Même si je vois un afflux de contacts et de candidats potentiels intéressants, même si j'ai su adapter mon modèle pour toucher plus de candidats, je dois garder en tête que je recrute uniquement les talents, des entrepreneurs qui vont être capables de m'aider à rebondir et d'aider le collectif réseau, l'enseigne, à rebondir dans cette phase de relance. Ces enjeux stratégiques doivent vous aider à construire votre feuille de route et votre plan stratégique sur les années à venir. Et ce que je vous propose, c'est de vous orienter avec 5 grandes priorités pour adapter en fait votre stratégie de développement. Première priorité, la base du développement, c'est le socle. Le socle, c'est votre réseau existant. Donc la première clé essentielle, c'est de consolider l'existant. Consolider l'existant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les candidats actuels et futurs jugent actuellement votre enseigne sur votre capacité à sécuriser vos franchisés existants. N'oublions pas qu'un des éléments qui favorise le recrutement, ce sont les témoignages de franchisés. Si vos franchisés sont solides et si votre réseau sort renforcé de la crise, vous aurez des témoignages qui donneront envie à vos candidats de vous rejoindre. Aujourd'hui, ce qu'on entend dans les enseignes, c'est que les candidats en cours regardent et commencent à faire leur choix et orienteront leur choix en sortie de crise en fonction de ce qui se passe dans les enseignes qu'ils ont shortlistées. Deuxième point important, les départs seront autant de raisons de renforcer la vigilance des candidats. Un élément simple, vous devez intégrer dans votre DIP l'historique des départs sur les 12 derniers mois. Donc plus vous aurez de départs avec un motif qui est de résiliation de contrat ou un motif qui est de cessation d'activité, plus vous allez renforcer la vigilance des candidats, donc consolider l'existant, c'est vraiment favoriser votre relance en termes de développement. Troisième point, les entraides, les initiatives, les sauvetages seront autant de témoignages, d'arguments pour valoriser votre enseigne et le leadership du franchiseur. Les candidats en cours auront une appétence au risque moindre. Comme ils vont avoir une appétence au risque moindre, ils vont rejoindre les valeurs refuges. Les valeurs refuges sont les réseaux où se seront développés des mécanismes d'entraide, des initiatives pour valoriser la marque, des mécanismes de sauvetage qui vont favoriser cette notion de frères d'armes et de cohésion globale. Quatrième point, quand en 2019, le choix des candidats se faisait sur la croissance, quand vous prenez les enseignes et les témoignages des années précédentes, quel taux de croissance à périmètre comparable, combien d'ouvertures sur les 3 dernières années, etc. Ces critères-là vont devenir obsolètes. En 2020, le critère de choix, ce sera la capacité de résistance. Comment j'ai réussi à passer cette crise en préservant mon collectif? Ça pose une question simple. Qu'est-ce qu'on fait des contrats en cours? Vous avez aujourd'hui des franchisés qui sont en fin de contrat ou en milieu de contrat et des franchisés qui vous ont plutôt aidé ou qui ont plutôt très bien joué le jeu de l'accompagnement de l'enseigne, qui ont été exemplaires dans cette phase de gestion de crise. La question qui peut se poser, c'est de faire re-signer de manière anticipée des contrats. Pourquoi? Pour 2 raisons. Déjà parce que vous allez sécuriser vos franchisés. Aujourd'hui, on est dans le feu de l'action, mais dans 2-3 ans, on sera en phase de relance et vous aurez des contrats qui vont se terminer. C'est le plus mauvais moment pour que des contrats de franchise se terminent. Mais ça peut aussi vous permettre à vous de vous sécuriser en tant qu'enseigne en renouvelant ces contrats et donc de repartir sur un deal à 5 à 7 ans avec des perspectives économiques qui seront beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est un vrai sujet à vous poser. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est cartographier en fait vos échéances contractuelles et se dire aujourd'hui, est-ce que cette stratégie-là a du sens de renouveler les contrats qui sont en milieu, voire en fin, pour sécuriser les franchisés, mais aussi sécuriser votre activité à vous d'enseigne. Et pas vous retrouver avec des renouvellements massifs en période creuse et quand ce sentiment de collectif, de cohérence en pleine crise est
a commencé à disparaître. Deuxième priorité importante, adapter votre stratégie de distribution. Cette crise fait naître de nouvelles opportunités, il y a une conscience qui se développe, c'est que exercer seul est extrêmement compliqué. Donc il y a une prise de conscience de l'importance de vivre en réseau. Je pense qu'il y aura moins de créateurs de commerce seuls et plus de potentiels créateurs de commerce en réseau, voire des commerçants ou des activités indépendantes qui voudront se regrouper en réseau ou rejoindre des réseaux existants. Deuxième sujet important dans la stratégie, vos candidats vont avoir une appétence au risque moindre, se pose la question d'alternative à la franchise pure. La franchise pure sur des modèles où l'investissement initial est important. Vous pouvez avoir des modèles type location-gérance ou type franchise participative qui vont permettre d'alléger en fait l'investissement initial et d'élargir le nombre de candidats éligibles. Troisième axe, les enseignes doivent se mettre en veille sur des concurrents directs en difficulté. Transfert de franchisés, transfert d'emplacement et aussi éventuellement potentielle acquisition de concurrents en phase difficile. Quatrième axe, des modèles agiles peuvent être étudiés, mais sans dénaturer la marque. On voit aujourd'hui se développer des initiatives type des corners sous d'autres marques ou des développements de petits concepts sur des enseignes qui ont plutôt des concepts à fort investissement initial. S'il y a un conseil à vous donner sur le modèle économique, c'est de challenger en fait l'investissement initial. On était dans une phase de pleine croissance où finalement on était moins regardant sur le prix du coût concept. Le sujet aujourd'hui, c'est de revisiter cela parce que vous allez avoir des candidats qui vont être beaucoup plus regardants et aussi des financeurs, des banquiers qui vont être beaucoup plus regardants. Donc, faire ce travail de challenger le coût d'acquisition du concept est vraiment essentiel. Un élément important, la réglementation sur la location-gérance a été revue en juillet 2019, donc les conditions d'accès à la location-gérance sont assouplies. Donc aujourd'hui, des alternatives à la franchise pure existent. Vous devez les étudier dans votre stratégie de distribution. Il ne faut pas uniquement penser développement égale trouver des candidats, mais c'est aussi se dire quelle typologie de candidats et quelle offre je peux mettre en face pour pouvoir relancer le développement de mon réseau. Troisième axe, j'en ai un peu parlé précédemment, c'est de challenger les équilibres économiques. Il y a fort à parier que les conditions de financement vont se durcir après la crise. En discothèque, l'open bar, c'est entre 10h et minuit pour les filles. Après minuit, l'open bar, c'est terminé. Là, aujourd'hui, on est dans une phase de financement massive, orientée vers certaines formes de commerce et certaines formes d'aide, plus particulièrement. Demain et après-demain, il y a fort à parier que les conditions de financement vont se durcir. Donc, vous devez challenger vos modèles économiques. Vous devez challenger les business models de vos franchisés de demain et d'après-demain. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'appétence au risque des candidats, la perte de pouvoir d'achat nécessiteront de revoir l'investissement initial et le prévisionnel, et notamment les seuils de rentabilité. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les conséquences sur les équilibres économiques du reroutage massif de l'économie vers la distribution digitale, le e-commerce, les plateformes de livraison qui doivent être pris en considération. Exemple concret, lorsque vous êtes dans la restauration et que vous passez par des plateformes de livraison type Uber Eats ou Deliveroo, vous payez une commission selon les enseignes qui peut aller de 16 à 27%. Ça veut dire que l'attractivité de l'enseigne a un rôle et donc que la force de frappe du franchiseur a un rôle, mais ça veut dire aussi que les 16 à un peu moins de 30% du chiffre d'affaires du franchisé est rerouté vers ces plateformes-là. Quid des redevances? Quatrième point, on est dans un contexte sanitaire et dans un contexte de réglementation qui va se durcir et donc des dégradations de conditions d'exploitation. Ajouter à ça des évolutions régulières du concept dans les années à venir, parce que les attentes évoluent, parce que les comportements de consommation évoluent, et donc on va se retrouver avec des remodelings de concepts, des réinvestissements de concepts, et donc plus de charges côté franchisé. Donc ça pose une vraie question de revisiter les modèles économiques, reposer la question de la rentabilité, du seuil de rentabilité, du point mort des franchisés, reposer la question aussi des équilibres financiers
entre franchiseurs et franchisés, et par exemple de la redevance franchise sur des business models qui vont être fortement changés, avec plus de commandes vers du e-commerce, plus de livraison, et donc plus de coûts d'intermédiaires type plateforme. Quatrième point, mettre à jour vos documents juridiques. Le contexte a changé, donc vos DIP sont obsolètes. Non seulement ils sont obsolètes, mais ils vont devoir être revus très régulièrement. L'état général de marché est dépassé. L'impact de la crise n'est pas indiqué dans vos DIP. L'historique réseau va bouger. La valorisation de votre assistance en contexte de crise, qui est un vrai argument, mais aussi les données financières et les conséquences que cette crise a eues sur votre activité de franchiseur et sur l'activité de vos franchisés, doivent être indiquées à votre DIP. N'oubliez pas que l'information précontractuelle permet l'engagement en toute connaissance de cause. Donc, transmettre des informations sincères à vos candidats est essentiel. Et aujourd'hui, les informations sincères, ce sont des informations qui prennent en compte l'impact de la crise. Et comme cet impact-là va évoluer dans les mois et les années à venir, vos DIP vont devoir être revus régulièrement. Il y a une question aussi sur les contrats. Certaines enseignes sont sorties en fait du cadre contractuel. Suspension, par exemple, de seuil minimum sur les redevances. On est sorti de certains champs d'application, de certaines clauses. Ça posera la question que ça ne devienne pas une jurisprudence en interne au sein de l'enseigne, et donc la question d'avenant, voire éventuellement de challenger le contrat et de le revoir au regard des actions en termes d'assistance qui ont évolué au fil du temps. Donc relire le contrat et se dire est-ce que je suis bien à jour dans ma manière de manager le réseau et dans ma manière de fonctionner avec mes franchisés, c'est essentiel également. Avec un risque, un warning important, attention, quand on est en stress, on peut avoir tendance à ne pas être objectif, lucide. Et dans le DIP, le risque, c'est de trop vouloir se valoriser pour vendre. Évidemment, si vous mettez des moyennes réseau et des comparatifs à N-1, N-2, ça va pas être glorieux en 2020. Mais soyez serein, ça va pas être glorieux pour personne. Donc, c'est pas votre enseigne qui est impactée, c'est votre secteur d'activité. Et en fait, il faudra plutôt valoriser la capacité de résistance que d'essayer d'omettre des informations qui sont pour autant essentielles à la prise de décision objective d'un candidat. Cinquième point important, vous devez revoir vos méthodes de vente. Revoir vos méthodes de vente, c'est prendre en compte le fait que les comportements de candidats sont changés, les comportements de consommation ont changé, et les comportements de consommation B2B pour des porteurs de projets à la franchise vont changer. Besoin de réassurance, besoin de coopération, besoin aussi de bien comprendre le sens à moyen long terme. Pourquoi je vais me lancer en franchise et pourquoi et quel concept et quel projet je vais choisir pour profiter de la relance économique ou profiter du nouveau tempo économique qui va se provoquer sur les 5 à 10 ans à venir. Donc, les supports de présentation du concept devront être revus au regard de la crise et des nouvelles motivations des candidats. Si vous lisez vos plaquettes aujourd'hui, si vous lisez vos sites web de recrutement de franchisés, vous allez vous rendre compte que c'est relativement obsolète et que les arguments essentiels qui vont porter le choix des candidats dans les mois et années à venir ne sont pas présents. Donc, ça pose vraiment la question de revisiter vos process de vente et de revoir vos argumentaires et vos supports. Troisième point très important, dans les réseaux, on a des développeurs. Le développeur, ce qu'il anime, c'est de signer et d'ouvrir des franchisés. Et là, on a des développeurs en sevrage. Et un développeur en sevrage, quand il redémarre, c'est important de le canaliser. Il pourrait y avoir, de manière inconsciente, une tentation du court terme, accélérée parfois par des modèles de rémunération qui sont sur des success fees. Si vous avez des développeurs externes, par exemple, rémunérés à la signature du contrat, il y a fort à parier qu'inconsciemment, il y a un biais à vous proposer des candidats comme étant les tops du marché, quoi. Oui, quand vous n'avez pas rentré de chiffre d'affaires pendant quelques temps, au moment où vous pouvez réengager, vous êtes sous tension, quoi. Vous perdez de la lucidité. Donc ça, c'est important pour les franchiseurs d'avoir ça en tête, d'être vigilant, voire de se poser la question des conditions de rémunération de mes développeurs.
Est-ce qu'il ne faut pas réorienter vers des primes collectives plutôt qu'individuelles? Est-ce qu'il ne faut pas doser en fait ces success fees différemment? Donc ça pose une question importante. Quand on a fait le webinaire avec la Fédération française de la franchise sur l'animation, la question de la formation des animateurs était au centre. Aujourd'hui, la question de la formation, de l'accompagnement de vos équipes de développement à mettre à jour leurs process et leurs logiciels est essentielle. Vos équipes de développement doivent s'adapter à ce nouveau concept et donc doivent apprendre à vendre différemment et à commercialiser différemment. Ça pose deux priorités d'action de mon point de vue. Le storytelling de gestion de crise, c'est-à-dire la manière dont vous présentez votre marque changera durablement dans les mois et années à venir, et vous devez intégrer là-dedans la manière dont vous avez géré cette crise-là. Par exemple, des témoignages de franchisés pourraient être vraiment très intéressants pour valoriser en fait la capacité à avoir créé de la coopération, à avoir créé en fait des mécanismes d'entraide et de soutien, et donc à rassurer les candidats qui vont venir derrière. Ça pose aussi la question, j'en ai parlé, de la rémunération des développeurs. Pour terminer et pour laisser un peu de place aux questions, 3 clés de réussite si vous avez à rechallenger votre stratégie, ce que je vous conseille, et à rechallenger votre plan d'action et vos plans de vente. Il y a vraiment 3 clés de réussite importantes. Première clé, gardez le cap et donnez du sens. Formez, montez en compétence vos équipes de tête de réseau, reformer sur l'ADN pour ne pas dériver en période où on peut perdre de la lucidité. Deuxième point important, renforcer l'accompagnement de vos franchisés en place, de vos candidats, mais aussi et surtout, renforcer votre niveau d'exigence. Vous aurez de facto plus de candidats, plus de contacts, mais donc vous aurez un taux de sélection qui sera plus important. Il y a fort à parier que dans ces contacts-là, il n'y ait pas un taux anormalement élevé d'entrepreneurs plus. Dernière phrase pour conclure, l'opportunisme peut faire gagner une bataille, mais c'est la stratégie qui fait gagner la guerre. Ce que je vous conseille vivement, c'est de penser et de repenser votre stratégie de développement avant de traiter la question des outils et des process. Quand vous allez dans ce sens-là, d'abord la stratégie, ensuite la tactique, c'est comme ça qu'on gagne les guerres. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a des vraies opportunités parce qu'il y a des guerres très intéressantes à gagner pour les mois et les années à venir. Je vous remercie. Lucie, est-ce que tu as des questions qui sont venues? Merci en tout cas, Sylvain, pour ce regard extrêmement pragmatique de la situation, puis aussi pour les approches opérationnelles pour préparer la reprise du développement sur des critères nouveaux que tu as clairement stipulés. Effectivement, nous avons quelques questions qui sont arrivées. Je vous invite à continuer à poser les questions qui font sens pour vous. On sera un plaisir d'y répondre. La première, Sylvain, concerne le process de développement et notamment une question précise qui est la suivante. Faut-il maintenir les journées découvertes comme elles sont conduites jusqu'ici? Je pense notamment à la question de la relation physique et des déplacements versus peut-être des webinaires, du digital qui pourraient avoir lieu. Alors, ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est de se dire qu'aujourd'hui, le contexte nous force à les faire en digital. Voilà. Donc, contraint et forcé, nous le faisons comme ça et nous avons tout intérêt à le faire comme ça. Il n'empêche que vous aurez demain, après-demain, des candidats qui accepteront ce système-là et des candidats qui vont préférer en fait le contact direct. Je suis convaincu que une fois cette crise passée et une fois la peur de la réminiscence du virus passé, le contact humain ne pourra pas se remplacer. En tout cas, pour une partie importante de la population. Donc, digitaliser, oui, mais digitaliser 100% du process, je ne suis pas certain. Et pour 100% des candidats, je ne suis pas certain non plus. Je pense plutôt qu'il va falloir changer la manière de présenter votre concept. Et ça, c'est plus important. Que vous le fassiez en digital ou que vous le fassiez en physique, ce qui compte, c'est les arguments que vous faites passer et la manière dont vous recrutez vos candidats. Sur quel standard? Et ça, c'est vraiment pour moi la priorité numéro 1. C'est de revoir la manière de présenter les enseignes
en y intégrant en fait la capacité à gérer et à passer les crises, et vos critères de sélection de vos candidats en les durcissant parce qu'en fait, vous n'êtes pas sur un contexte de croissance, on va pas être sur un contexte de croissance, on va être sur un contexte de stress économique dans les années à venir, et donc faut des candidats de très très bon niveau, capables de porter un projet en partant de très bas, quoi. Voilà, c'est plus ça qui est important. La méthodologie physique ou digitale, je pense qu'on va aller naturellement vers plus de digitalisation, on prend habitude, c'est très bien, mais ça remplace pas le contact humain. Avant la crise, on avait peut-être tendance à faire, dans certaines enseignes, trop de physique, à faible valeur ajoutée. Donc, ça pose la question plutôt que du rééquilibrage que du 100% digital. Très bien. Donc, équilibrage entre visuel et physique et équilibrage finalement entre l'efficacité et l'économique qui a aussi du sens. Oui. Deuxième question, Sylvain, qui concerne le DIP et sa mise à jour. Si j'ai un DIP en cours qui a été transmis et signé par mon candidat avant le début de la période de crise, dois-je en faire resigner un nouveau et qui plus est mis à jour comme tu le stipulais à l'instant? C'est fortement recommandé. Parce qu'en fait, les conditions de décision ne sont plus les mêmes. Donc, il est fortement recommandé de remettre un DIP. L'état général a changé. Il y a des warnings que vous devez intégrer à vos DIP qui n'étaient pas intégrés préalablement. Donc, en fait, on remet un DIP au moins 20 jours avant la signature d'un contrat et vous devez remettre un DIP dans cette période-là s'il y a un événement majeur qui se provoque. Là, on peut considérer que c'est un événement majeur avec un M majuscule. Donc, c'est très fortement recommandé, oui, de remettre des DIP à vos candidats en cours, en intégrant cette dimension de contexte économique et de crise économique. À se dire que ce sera bien perçu par vos candidats parce que ça montre votre professionnalisme, que toutes les enseignes ne le feront pas et que vous avez la transparence de le faire, de l'intégrer et donc de mettre vos candidats au bon niveau de lucidité pour faire leur choix. Donc, je pense que ce sera très apprécié. Ce qui veut dire que le DIP sera potentiellement mis à jour de manière beaucoup plus récurrente que ce qu'il était jusqu'ici, qui parfois était annuel, voire moins, quand les oublis arrivaient. Ça veut dire que là, on sera sur un rythme plus soutenu. Oui, exactement. Exactement. Quand en introduction, on disait prévision INSEE 8%, moins 8% sur de décroissance, 8% de décroissance sur les PIB, c'est quand même une donnée juste majeure que vous devez transmettre à vos candidats. Donc les états généraux en fait de marché vont changer énormément. Les états locaux en fait de marché devront intégrer un warning qui est c'est avec des données INSEE qui sont hors contexte de crise, c'est évident. Donc dans le DIP, il est important de dire aujourd'hui nous sommes dans un contexte on ne sait pas ce qui va se produire dans les mois et les années à venir. Donc, il y a une incertitude économique importante quoi, à prendre en considération. Donc, il y a à le formuler. Le bon dosage est important et attention à la survente, attention à l'omission de ces informations-là, mais aussi attention à la tendance à vouloir masquer certaines informations et à faire perdre lucidité à vos porteurs de projets, quoi. Autre question, Sylvain, sur la rémunération des développeurs. Qu'entendez-vous sur l'évolution potentielle de cette rémunération des développeurs et sur quoi pourrait-elle être affectée? Alors, on parlait par exemple de reselling de contrats. Aujourd'hui, si dans ma stratégie, j'envisage de faire resigner des contrats à des franchisés qui sont en milieu, qui ont passé le milieu du contrat, par exemple, réorienter vos développeurs sur la fidélisation du parc existant, ça peut avoir énormément de sens et ça peut être une action intéressante. Autre action intéressante, c'est de se dire, si vous avez des développeurs qui sont rémunérés à la prime individuelle, dans une phase de relance collective, dans une phase de coopération, est-ce que ça ne peut pas avoir de sens de plutôt passer sur une rémunération, un intéressement global plutôt que de l'individuel. Sinon, vous allez avoir des développeurs qui vont se marcher dessus. Et si vous avez une équipe de développeurs de 4, 5 développeurs dans votre réseau, là, ça va être la course à prendre les contacts pour essayer de signer, pour se refaire la cerise, quoi. Et ça, c'est
une tendance qu'il faut éviter dans une phase de relance économique importante. Donc, il n'y a pas de décision uniforme, en fait. Il y a plutôt du sur-mesure avec des pistes. Ce qu'il faut se dire, c'est de bien challenger votre fonctionnement actuel et de se dire quels vont être les risques si je conserve le schéma actuel. Et cette question-là, elle est vraiment essentielle. Et le cas échéant, comment je peux adapter mon modèle par de la rémunération collective, par une réduction aussi de la part entre le variable et le fixe, ça peut être un sujet, ou par aussi une politique de resignature de contrat pour sécuriser le parc de franchisés dans les années à venir. Donc plutôt une vision de performance globale et de vision long terme que l'inverse, quoi. Exactement. Autre question sur la notion de storytelling. Nous parlions de storytelling pour mettre en avant la capacité de résistance du réseau. L'intérêt sera donc, si je comprends bien, de l'illustrer par exemple avec des franchisés qui auraient ouvert avant la crise et après la crise. Oui. Donc ce serait pour illustrer cette notion de capacité de résistance, l'idée étant de montrer que le modèle sait vivre à la fois avant, pendant, oui, en se restructurant, mais aussi après, nous pose un internaute comme question. Exactement, en fait, faut mettre du sens. Mettre du sens, c'est quoi? C'est en fait faire une projection sur le long terme et ça pose la question en fait d'une analyse long terme. Si vous proposez en fait une analyse rétrospective sur 3 mois, ça n'a aucun intérêt. Par contre, montrer la robustesse de votre modèle avant crise, la robustesse de votre modèle pendant la crise, c'est un élément de réassurance très intéressant pour les candidats qui vont venir demain. Parce qu'en fait, ça va leur permettre de se dire, en période de croissance, voilà ce que ça peut générer. Mais en période de flottement, qui va être ce qui va nous attendre sur le court terme, voilà comment ça peut résister. Et ça, c'est vraiment intéressant. Quand vous mettez de la perspective sur votre analyse, donc antérieure au moment où vous êtes actuellement, vous mettez aussi de la perspective sur ce qui va se produire. Et ça, c'est important. Donc, plus vous donnez en fait de hauteur et de largesse d'analyse à vos candidats, plus ils vont pouvoir se projeter. Et donc, prendre une décision éclairée et une décision rassurante. Donc, se dire, par exemple, voilà, notre activité avant, c'était ça. Donc, si ça redevient comme c'était avant, voilà ce que ça peut produire. Mais en phase de crise, on a réussi à résister. Voilà les actions qu'on a mis en œuvre et voilà ce que ça a provoqué en termes d'économie. Donc, en phase de forte tension, voilà comment on sait réagir. Donc, la vérité se situe peut-être entre les deux dans la phase de relance. Et ça, dans l'étude de mon projet de franchise, moi, candidat, ça a énormément de valeur, quoi. Ça me permet de me positionner en tant que patron et en tant que chef d'entreprise indépendant. Et de prendre une décision lucide et éclairée. Ça s'applique à la fois sur le concept en tant que tel, mais ça s'applique aussi sur l'assistance et l'accompagnement du franchiseur avant crise, pendant crise, comment il a su soutenir son réseau, mais aussi après sur la notion de relance et de reprise. Et qu'est-ce que ça a généré comme nouvelle, je dirais, rituels managériaux au sein du réseau? Exactement, exactement. Je crois qu'on a terminé avec les questions. Il y a peut-être un dernier commentaire. Dans le storytelling, on pourrait envisager de faire aussi référence à la crise de 2008-2009 pour illustrer 2 phases de résistance, nous dit Sandra Louis. Effectivement, elle partage ce commentaire. Oui, alors oui, à toute proportion gardée, quand vous voyez la courbe, et vous aurez le support avec la vidéo, la crise de 2008-2009 en décroissance de PIB, c'est 2,8. Là, on est sur des tendances à 8. On ne sait pas si ces tendances se confirmeront. Et après, ce qu'on sait, c'est que quand même, l'INSEE propose pas des chiffres au hasard. Donc, on peut plutôt avoir tendance à les croire. En tout cas, la dégradation, la déflagration en termes d'indice de richesse sur la France, c'est 3 fois la crise de 2008-2009. Donc après, l'impact est plus fort. Et par contre, le mode de fonctionnement et les temps, je partage ce point de vue, sont un peu les mêmes. C'est-à-dire une gestion de crise, quelle que soit sa violence, les phases sont à peu près les mêmes. La différence, c'est qu'on a à faire face à une déflagration beaucoup plus forte à court terme. On aura peut-être à faire à une relance plus intéressante après, on ne le sait pas. Et ça, c'est pour ça que ça nécessite aussi de revoir en temps réel. Mais montrer qu'on a su résister à la crise de 2008-2009 ou montrer ce qu'on a mis en œuvre dans cette phase-là,
c'est aussi rassurer les candidats en disant oui, ils ont déjà su le faire une fois, ils pourront le faire une deuxième. Exactement. Merci Sylvain, en tout cas, pour ce regard très précis. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, ils sont nombreux. Ils nous ont beaucoup encouragés, ils ont beaucoup interagi. Merci à vous. Merci. Nous tenions à vous remercier à tous pour votre participation et votre vif intérêt porté au sujet. Sachez que l'équipe Franchise Management se tient à votre disposition pour aller plus loin. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h30 pour aborder une nouvelle thématique. Et nous vous disons à très bientôt. Merci.